Donc, oui. Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le trajet entre ici chez nous, au coin Messier-Marianne, et le 160 Saint-Viateur-Est, où il y a les bureaux de Roméo et Fils. Je prends toujours le même chemin. Je monte Messier jusqu'à Guilford, je tourne à gauche, zigzag, coupe à travers le métro, puis ensuite dans le Myland. J'étais comme curieux, je me suis dit, quel genre de chemin que Google Maps me proposerait? Là, j'ai demandé à Google de me dire, de me donner son chemin préféré, qui était un chemin différent, mais ultimement pas mal pareil, parce que la ville est faite sur une grille, fait que je veux dire que tu tournes à Guilford ou à Christophe Colomb, ça change pas grand-chose. Ça a quand même fait germer une petite idée dans ma tête où est-ce que je me suis demandé quel serait le chemin qui serait actually le plus rapide, le chemin optimal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé une carte super détaillée où il y a non seulement les rues, mais aussi toutes les ruelles, les petits raccoins, les petits raccourcis, les parcs, whatever. Et j'ai tracé cette ligne-là à vol d'oiseau entre chez nous et le bureau. Puis j'ai ensuite essayé de tracer un chemin à travers les rues puis les ruelles dans lesquelles je pouvais passer, en essayant toujours de rester le plus proche possible de cette ligne-là. Là, vous allez me dire, mais Fairwill, mais ça ne change pas grand-chose parce que vu que la ville, encore une fois, est faite sur une grille, que tu tournes 53 fois ou 8 fois, ça ne change rien. Sauf que les rues ont non seulement une longueur, mais aussi une largeur. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'à chaque fois que tu tournes, tu peux, si on veut, couper les coins ronds pour aller gagner une coupe de pied à chaque fois. Donc, ce serait de prendre l'hypoténuse d'un triangle rectangle plutôt que les deux autres côtés dont le nom m'échappe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance entre les deux places. Et en ayant la distance, même si aujourd'hui, mettons, c'est pas plus rapide, on saurait que théoriquement, ce chemin-là est plus court et donc, dans des conditions optimales, serait aussi plus rapide. Allons-y. Et donc, hier, je suis allé faire mon chemin et le chemin de Google avec la roue. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, les deux chemins étaient presque pareils. Je veux dire, mon chemin était, je pense, 36 pieds plus court. Et donc, aujourd'hui, on va faire le chemin optimisé, le chemin à vol d'oiseau. On part d'ici, comme à chaque fois, on est à 0. Et on y va dans 2, 1, action. Alright, let's go. Donc là, tu vois, j'essaie de traverser genre cette ruelle-là en gardant une genre de diago. Ah, attends, il y a de la neige dedans. Alright. Là, on va arriver à la première rue. On va pouvoir tester notre théorie puis essayer de traverser ça en diago. Parce qu'il faut se rendre à l'autre petit bout de ruelle qui est au bout là-bas. Et de là à voir est-ce qu'on peut faire ce chemin-là comme ça en diago sans déranger trop de monde. Ça me fait penser au paradoxe des rives, qui est un problème auquel les arpenteurs se frappent quand vient temps de calculer la longueur d'une rive ou d'une côte. Et le problème avec ça, c'est que les rives sont des lignes de complexité infinie. Plus tu zoomes dedans, plus tu vas trouver des petits tournants ou des petits trucs. Ce qu'on appelle aussi des fractales ou fractaux au pluriel, je ne sais pas. Et donc, ce qui arrive, c'est que quand tu veux calculer une rive, il faut que tu détermines d'avance quelle échelle tu veux aller chercher, tu sais. Il faut que tu détermines un peu la longueur de ta mesure, la longueur de ton bâton. Et plus ton bâton est petit, plus la longueur va être grande. Un exemple facile de ça, c'est la longueur du contour de l'Angleterre. Si tu le calcules avec des bâtons qui ont 100 km de long, ça va t'en prendre 28. Puis ça va te dire que le contour fait 2800 km.
Mais si tu le calcules avec des bâtons qui font 50 km, ça va t'en prendre 68. Et donc, la mesure du contour va être 34 000 km, ou 3 400, pardon. Et donc, le paradoxe, c'est que ces deux mesures-là sont différentes, mais les deux sont bonnes. Et évidemment, il faut que tu en choisisses une, et ça dépend de l'usage que tu veux en faire, la précision que tu as besoin, et surtout un peu, pas surtout, mais je veux dire aussi un peu du trouble que tu veux te donner, tu sais, parce qu'à chaque fois, c'est plus compliqué, c'est plus de précision. Fait que, ici, moi, c'est un peu la même chose. Il faut se poser la question combien de troubles je veux me donner, mais il y a aussi dans quel genre de trouble je veux me mettre, tu sais. Parce que je vais pas être en full-blown cabochon mode. Oh, check ça, une belle Diago ici. Attention. Je vais pas être en mode full cabochon, tu sais, je vais pas marcher sur les chars ou rentrer chez le monde pour passer dans leur salon. Sauf que je vais faire des trucs comme traverser Santiago un peu n'importe où, bloquer le trafic, puis tout ça, tu sais. Et donc, comment on fait le calcul de quel risque vaut la peine d'être pris? En criminologie, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la dissuasion qui est appliquée pour essayer de déterminer comment les gens vont choisir les risques à prendre, puis dans ce cas-là, dans le cas de la criminologie, quel crime faire. Et c'est une théorie qui se base largement sur le travail de philosophes, criminologues du début du siècle comme César Beccaria et Jérémy Bentham. Et donc, eux ont essayé d'établir justement quel genre de facteurs étaient pris en compte par les gens qui évaluaient commettre un crime ou non. Et ils ont établi une couple de variables qu'on peut mettre dans une équation. Donc, si on imagine que la propension à commettre un crime est liée à la peur de la punition, on peut dire que ça, ce serait égal à la possibilité de se faire prendre fois la gravité de la punition et ensuite exposant tout ça à est-ce que la punition va venir rapidement. Donc, ce qui veut dire que si une punition vient dans 20 ans pour un crime qui est commis aujourd'hui, peut-être ça va moins te freiner dans ton élan criminel. Et donc, c'est bien beau en théorie cette formule-là, mais le problème quand on l'applique dans le vrai monde, puis ça, Bentham et Beccaria en étaient absolument conscients, c'est que peu importe la valeur que tu attribues à la gravité de la punition, ça ne change rien parce que les gens, ils pensent jamais qu'ils vont se faire pogner. OK, attends, ici, on va se faire une curve diago de même. Et donc, les gens ne pensent pas qu'ils vont se faire pogner. Ils peuvent dire « Ah ouais, je suis prêt à faire le temps si je me fais pogner ou whatever. » Mais la vérité, c'est que quand ils font le crime, ils ne pensent pas qu'ils vont actually se faire pogner. Et donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de mettre des peines de prison plus sévères pour essayer de réduire la criminalité parce que les gens, ils pensent juste pas qu'ils vont se faire cote. Une manière pas mal plus utile pour réduire la criminalité, ce serait de faire comprendre aux gens qu'ils ont un risque de se faire prendre. Et là, après ça, devant la possibilité réelle d'avoir la punition, tu y penses à deux fois, puis des fois, tu décides de ne pas faire le crime, tu sais. Et il y a un petit lien avec ce que je fais ici, moi, aujourd'hui, parce que les crimes que j'essaie de commettre, je pourrais dire que je les commets parce que je pourrais assumer la punition, mais la vérité, c'est que je pense pas que je vais me faire pogner. Fait que, avoir d'ici la fin du chemin si on va se faire coller, mais je pense qu'on va être chill. Et je m'imagine que c'est ce que disent tous les criminels avant de se faire pogner. Et voilà. Par contre, je mets quand même les chances de mon côté
avec la veste et la roue parce que c'est des symboles, pas nécessairement d'autorité, mais j'ai l'air de quelqu'un qui a d'affaires là, tu sais. Quelqu'un qui me voit comme ça, en plein milieu de la rue, en train de pousser ma roue avec ma veste réfléchissante. Il se dit pas qu'il va appeler la police. Il se dit, écoute, ce gars-là, il a d'affaires à faire là, puis je vais le laisser tranquille, tu sais. Ouais, il ferait clairement pas ça dans ses temps libres, là. Non, c'est ça. Ce serait ridicule pour quelqu'un de faire ça dans ses temps libres. Absolument. Et donc, avec la veste puis la roue, ce que je suis un peu en train de faire, c'est ce qu'on appelle en anglais un confidence trick, qui est fait par des con men, des confidence men. Ouf, attends. Là, on a une bonne diago ici, là. Faut aller pogner la ruelle à l'autre bout. OK, let's go. L'hypoténuse de la mort, mon gars! Alright. Donc, les conmen, qui sont des gens qui vont utiliser leur charisme et leur bonne répartie pour arnaquer leurs victimes et leur soutirer de l'argent. C'est souvent des gens fascinants et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui sont faits sur ce monde-là, tu sais. Surtout que malgré que les conséquences économiques peuvent être terribles pour les victimes, c'est souvent des crimes pas vraiment violents. Fait que ça en fait des genres de bons anti-héros, tu sais. Je suis comme essoufflé, là. Mais un conman sur lequel il n'y a pas encore eu de film, c'est le seul conman montréalais sur la liste Wikipédia des conmen notoires. Et je parle de Jim Norman. Jim Norman, qui pendant les années 70 était un batteur, drummer, percussionniste reconnu dans le monde du jazz et du New Trance Wave. New Trance, jazz New Trance. Là. Puis c'est ça, lui, il a utilisé un peu de sa notoriété dans ce monde-là, dans ce milieu-là, pour arnaquer plein de monde. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait des messages à des gens qu'il connaissait, ou en tout cas des gens qui l'estimaient beaucoup, pour leur demander de l'argent, pour l'aider à aller débloquer des fonds qu'il avait dans un compte genre en Suisse ou en Espagne. Et évidemment, ce compte-là n'existait pas, ces millions-là n'existaient pas, mais il a quand même réussi à aller soutirer 7 millions de dollars à ses victimes. Bon, il s'est finalement fait prendre en 2009, puis en ce moment, il est en train de passer 20 ans en prison aux États-Unis, mais lui, il est déjà dans la 70aine, fait que... je sais pas c'est quoi ses vraies chances de s'en sortir, là. Mais Jim Norman. Et ce qui est fou, c'est que ça, c'est un scam classique. T'aurais l'impression que tout le monde se rendrait compte de l'arnaque. Mais si tu lis les emails qu'il a envoyés, tu vois que c'est genre écrit tout croche, truffé de fautes, souvent des all caps à des places que ça n'a pas rapport. Et ça qui est un truc classique de ces arnaques-là, parce que tu t'assures justement d'aller chercher les gens qui sont un peu naïfs, tu sais, ou qui ont peut-être pas le bagage nécessaire pour comprendre qu'ils sont en train de se faire arnaquer. Et dans le jargon, c'est un scam qui est appelé le Advance Money Scam, mais qui est souvent appelé aussi le Nigerian Prince Scam. Attends, juste checker le chemin pour être sûr qu'on se... Attends, excuse-moi là.
jusqu'à Garni. Fabre, ça va être l'autre après. Le Nigerian Prince Scam. Mais au Nigeria, par contre, ils appellent ça le Nigerian Prince Scam, ils appellent ça la fraude 419. Fraude 419. Parce que l'article du code pénal là-bas qui parle de ces genres de fraudes-là, c'est l'article 419. Puis là, je te dis 419, bro, puis je te vois sourire, tu sais où je m'en vais avec ça, là. Yo, weed time, mon gars, le chiffre du weed, man. Ce qui est fou avec 420, puis l'histoire de la culture du weed, c'est qu'il y a beaucoup de, je pense, de désinformation sur le lien entre le chiffre et la communauté, ou en tout cas l'histoire du weed. En mai 91, dans le magazine High Times, il publiait un article qui expliquait que le lien avec 420 était que c'était le code que les policiers de la ville de San Rafael en Californie utilisaient pour se dire qu'ils voyaient quelqu'un fumer du weed, genre. Puis c'est une histoire qui dans la croyance populaire, je pense, a encore beaucoup de poids. Puis c'est une des théories que beaucoup de gens ont. Mais c'est pas du tout la vérité. On va tourner là. Ah, attends, une bonne Diago ici. Et High Times eux-mêmes se sont corrigés dans leur édition d'octobre 98 en publiant la vraie histoire qui est, ma foi, fucking plus sick. Alors, l'histoire se passe effectivement à San Rafael, en Californie. Et c'est l'histoire de 5 gars qui vont au secondaire, l'école secondaire de San Rafael, et qui... on va tourner là. Et qui s'appellent entre eux les Waldos. C'est comme leur nom de chum, genre leur nom d'amis. Et puis ces gars-là vont à l'école ensemble, puis à chaque fin de journée, ils ont tous des petites activités, ils font du sport, puis après le sport, ils se rencontrent à la statue de Louis Pasteur sur le campus à 4h20. Fait qu'eux, à l'époque, ils appellent ça 420 Louis, et ils se rencontrent à 4h20 là-bas pour fumer du weed. Attention, fumer du weed et faire une chasse au trésor. Parce que un de ces Waldos-là, Steve Capper, était chummy avec 2 frères, Bill et Pat McNulty, qui eux n'étaient pas des Waldos eux-mêmes, mais étaient, mettons, Waldos affiliated. Et ces 2 gars-là avaient une sœur qui sortait avec un gars qui s'appelait Gary Newman, qui lui était garde-côte. Et donc, il était garde-côte et même gardien de fort au fort de la péninsule de Pointe-Reyes, qui est comme à 1h15 de San Rafael. Et ce gars-là, le garde-côte, avait planté une petite patch de plants de weed sur le terrain du fort, quelque part caché, sur le terrain de l'État. Et il se mettait comme à avoir peur de se faire pogner. Et donc, il a fait une carte, une autre belle Diago ici, il a fait une carte qui pointait un peu l'emplacement de sa plantation. C'était peut-être juste comme 8-10 plants, là. Et il a donné ça aux frères de sa blonde qui, eux, l'ont donné aux Waldos. Et donc, les gars se rencontraient à 4h20 tous les jours pour fumer un bat et aller à Pointe-Reyes pour essayer de trouver le weed du chum de la sœur de leur boy. Donc, l'histoire dit qu'ils n'ont jamais trouvé le weed, mais l'expression est comme restée. 420 Louis est devenu 420. Et c'est quand un des gars, Bill Reddix, est devenu roadie pour le groupe The Grateful Dead que l'expression est devenue virale, comme on dit, puis que ça s'est promené à travers le monde. Histoire assez sick. Si tu me demandes, je trouve ça assez fou, surtout qu'il n'y a aucun film qui a été fait avec ça. J'ai l'impression que c'est un no-brainer. Ça ferait un genre de Lean on Me meets Cheech and Chong. Il y a quasiment une autre enquête à savoir pourquoi ils n'ont jamais essayé de faire un film avec ça. Là, ici, on arrive... en plus, avec le beau soleil, on arrive au meilleur spot de tout le trajet. C'est la traversée
Saint-Joseph-Brébeuf. Puis quand on va traverser cette rue-là en diago, on va être exactement sur la ligne à vol d'oiseau, 100% optimisé, complètement sick. Et donc, on va attendre peut-être que les chars passent. Let's go! Yes! Yes, mon gars! Optimisation ultime. Ouh, ça fait du bien. Est-ce que tu savais que le terre-plein sur Saint-Joseph, il faisait 28 pieds de large à l'époque? Saint-Joseph, c'était même le premier boulevard de Montréal, même s'il n'a pas commencé à Montréal. En fait, au milieu des années 1800, ici, on était dans Coteau-Saint-Louis. Puis plus loin là-bas, c'était Saint-Louis-du-Myland. Puis c'était deux villes. Je vais checker mon chemin. Merci jusqu'à Brébeuf, zigzag jusqu'à Boucher. OK, ici. Diago encore. C'était en fait deux banlieues de Montréal, mais indépendantes. C'était deux villages indépendants de Montréal qui évoluaient parallèlement. Et en 1895, Saint-Louis-du-Myland, le village de Saint-Louis-du-Myland devient la ville de Saint-Louis, qui était à l'époque la troisième plus grosse ville au Québec, après Montréal et Québec. Et là, ils décident de se refaire une beauté et ils embauchent l'ingénieur civil et architecte Joseph-Émile Vanier pour venir checker ça, puis faire des plans, puis mettre ça beau, tu sais. Surtout que c'était quand même des banlieues assez cossues, tu sais. Non, ici. Et donc, lui va arriver sur les lieux, puis il va checker les plans un peu, puis il va trouver 3 petits bouts de rue entre le métro Mont-Royal puis Parc. Puis il va se dire, écoute, ces 3 petits bouts de rue-là, on va raser les maisons entre, on va en faire une grande rue, un grand boulevard. Et calqué un peu sur le boulevard Raspail à Paris, donc avec le grand terre-plein au centre, de 28 pieds de large, avec des arbres, des bancs, puis tout ça, très fancy, tu sais. On va traverser ici, check, on va se taper une diago encore. Et donc, ils l'ont fait. Et c'est quand Montréal a absorbé la ville de Saint-Louis, évidemment, à cette époque-là, Montréal absorbait petit à petit ces petites villes-là qui étaient sur l'île. Et en 1909, ils vont annexer la ville de Saint-Louis et Saint-Joseph devient donc le premier boulevard de Montréal, boulevard de luxe vraiment. Et l'idée à l'époque, c'était d'en faire une rue avec une vocation résidentielle et institutionnelle. Donc, beaucoup de maisons, mais aussi des églises et des écoles. Et c'est surtout la bourgeoisie un peu canadienne-française qui est venue s'installer ici, souvent des gens avec des professions libérales du style avocat, notaire et trucs du genre. Et ils vont souvent habiter aux étages et avoir leur bureau au rez-de-chaussée ou même au sous-sol. Puis encore aujourd'hui, c'est une pratique qu'on peut voir encore sur la rue, des petits bureaux au rez-de-chaussée. Et donc, une fois que Montréal aura repris contrôle du boulevard, ils vont continuer cette idée-là jusqu'à la rue P9, je pense, ça va jusqu'à P9. Et
tranquillement, il va être rénové. Plus la voiture prend de la place dans la ville, plus il faut faire de la place pour des chars. Et donc, au début, ils vont commencer par couper les arbres, faire juste des petits bosquets. Et c'est en 1962 qu'ils vont faire la grosse réno où le terre-plein va passer à 6 pieds. Puis je pense qu'il n'est même pas 6 pieds partout en ce moment. Il y a des bouts, il y a des bouts pas trop larges, tu sais. Et donc, attends, je vais checker ici. Ok, jusqu'à Boucher. Ok, ouais. Check diagonale. Ah! Ça me déçoit, man. Quand j'ai fait le trajet, là, puis j'ai vu qu'on traversait pas le parc Laurier, là, j'ai l'impression qu'il y avait une opportunité manquée, là. Parce qu'on pogne pas vraiment de parc pendant le trajet, puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas des grosses diagos, genre vraiment intenses qui sauvent, genre, beaucoup de distance, tu sais. C'est surtout des petites queues, des petits trucs. Mais I guess, it is what it is dans la prochaine. Saint-André. La roue, elle tient, man. Les reviews sur Amazon n'étaient pas écœurants, mais je suis pas un vrai arpenteur, mais j'allais pas réhypothéquer la maison à ma mère pour acheter une roue à 500$. Une autre petite Diago ici, mais c'est léger, tu sais. Là, c'est un petit bout de camp, ça fait du bien. Là. Il y a du monde sur Mont-Royal, je me perdais dans mes affaires. Là. C'est cool qu'il y a de la neige, la roue fait moins de bruit. L'autre jour, je suis sorti, puis non seulement il n'y avait pas de neige, mais en plus, il y avait plein de petites gravelles à terre à cause de, je sais pas, des trucs à neige, puis tout. C'était l'enfer, man. Là, c'est tout doux. Tout doux, mon gars. Subaru, bro. Oh, il y en a une belle, là. Impreza hatchback. Tu connais ça, toi, hein? C'est en pratique. Ouf. Tout le monde rêve à ça, man. Argent, femme et Subaru comme un DOP, man. Man, l'escalier là-bas, il est crazy, là. L'espèce de deck, c'est comme tout en 4x4, ça, en tout cas. Là, on arrive à Boucher. Oh, yo, tu sais quoi, fuck off? Par ici, man. Faut savoir improviser, man. Ah oui, t'as raison. Diago. La remise, bro. Une institution à Montréal. Je me rappelle, on venait là quand j'avais 18 ans. Avant même les rénaux. Je suis tombé récemment sur des reviews sur
genre Google. Puis la plupart des reviews sont bons, mais il y en a une couple vraiment mauvais. Puis t'as l'impression que c'est du monde qui ont lu de quoi sur Lonely Planet, genre, puis qui ont voulu aller checker ça, puis qui ont comme pas compris vraiment dans quoi ils s'embarquaient, tu sais. Puis je suis allé checker sur le site de Lonely Planet, puis il y a effectivement un mini-article sur la remise, qui je dirais pas qu'il est mensonger, mais clairement, ça peut laisser croire que c'est pas un plus bucolique que ce l'est vraiment, tu sais. Ah, petit Diago ici, bro. C'est moins vrai maintenant, mais à l'époque, Lonely Planet, c'était vraiment la référence quand t'allais en voyage, surtout dans des spots moins documentés, là. Puis ça a créé bien des problèmes, genre souvent des spots qui... Les 2-3 finalement bars qu'ils mettaient dans Lonely Planet devenaient des genres de mecs de touristes. Les prix explosaient. Puis tous les autres bars autour, ou hostel, whatever, qui étaient basically pareils, finissaient par être un peu laissés à eux-mêmes, tu sais. Puis même qu'en Asie du Sud-Est, ils ont trouvé un nom pour ça, c'est la Banana Pancake Trail, qui n'est pas une trail ou un trajet en particulier, mais c'est le principe de tous ces spots-là qui sont comme... qui ont été optimisés pour les touristes ou qui ont été comme envahis par les touristes. Et donc, qui servent maintenant du banana pancake, qui est apparemment quelque chose que les touristes veulent beaucoup, genre, je sais pas, au Vietnam ou en Thaïlande. Attends, moi, je vais monter là. Puis il y a la même chose un peu partout. Il y a la Gringo Trail en Amérique du Sud. C'est notre petit Diago ici. Boum! La Hippie Trail en Europe. Puis en Inde, il y a même la Hummus Trail, qui est apparemment les spots où vont les jeunes Israéliens quand ils ont fini de faire leur service militaire. Je sais pas quel genre de nom aurait la trail québécoise sur laquelle serait la remise, genre. La 50 Trail, la... La tablette. Ouais, la Poutine Trail. Comment ils appelleraient ça, tu sais? Ah, c'est bon, il est dans l'autre voie. Ça ici, ça a été mon premier appart avec Maude sur Saint-Denis. Tu vois, je vois qu'ils ont encore les mêmes vieilles fenêtres qu'on avait à l'époque. Puis nous autres, on a demandé au proprio de les changer parce que genre le vent passait là-dedans, c'était l'enfer. Puis il nous avait expliqué que à cause du monastère des Carmélites, qui est juste derrière, c'était comme impossible de faire des rénaux, basically, tu sais. Moi, j'étais... En tout cas, j'ai fini par faire mes recherches, comme tu peux t'imaginer. Puis effectivement, le monastère des Carmélites, qu'on va voir dans pas longtemps, est devenu un genre de monument protégé en 2006. Puis en 2007, il s'est établi autour d'une genre de zone de protection qui rend très difficile tout réno ou tout projet immobilier, whatever, tu sais. Notamment parce que, de un, évidemment, pour préserver une genre d'unité architecturale, I guess, historique, mais honnêtement, il se construit bien des shit, là. Mais aussi, parce que dans cette zone de protection-là, il y a aussi une intention de protéger un peu leurs pratiques religieuses puis leurs coutumes qui sont dérivées de ce qu'on appelle la règle du Carmel. Cette règle-là qui est elle-même un dérivé de règles qu'avait donné Saint Alphonse aux ermites du Mont Carmel en 1209 en Palestine pendant les croisades, tu sais. Saint Alphonse ou Saint Adolphe? God damn. Et donc c'est ça, dans ces règles-là, il y a
le fait qu'ils vont se retirer de la société, qu'ils vont vivre dans ce monastère-là et dans le calme pour méditer et pour faire leurs affaires. T'sais. Et donc, toute construction ou tout dérangement dérangerait leur calme. Ça rendrait le respect de cette règle-là plus compliqué. T'sais. Puis, tu sais, juste au coin ici, il y a genre des condos qui ont été faits dans les 2 dernières années, ça a dû être l'enfer. Là. Anyways, I guess que toutes les règles peuvent être contournées si tu parles aux bonnes personnes. Mais le proprio de l'époque me disait c'était l'enfer, faut que tu parles avec genre la loi sur le patrimoine, le ministère de la culture, un paquet de monde. Fait que ça valait pas la peine. Même lui, ça le faisait chier parce que ça dévaluait un peu son bloc selon lui. Yo, ici Will, man, en faisant le montage, je suis tombé sur un article du Devoir qui parlait justement de cette aire de protection-là. Puis il mentionne particulièrement que peindre les balcons ou changer les fenêtres va pas être interdit puis qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour faire des petits travaux comme ça. Man. So, je sais pas qu'est-ce que ça dit sur le proprio de l'époque, man. Fuck this guy, I guess. Puis donc c'est ça, le respect de cette loi de Carmel-là, règle de Carmel, était aussi un des arguments qu'a amené le Conseil du patrimoine de Montréal en 2009, quand ils ont décidé de de mettre des bémols au développement de la ville dans ce qui est maintenant le champ des possibles. Donc en 2006, la même année que le monastère est devenu un monument protégé, la ville a acheté le champ des possibles à la compagnie de chemin de fer CN avec l'intention d'en faire un garage pour leur équipement lourd, des camions, des trucs comme ça, puis des genres de trucs de maintenance. Là. Et non seulement ça allait faire du bruit puis déranger la méditation, mais en plus, ça allait venir en compte d'une autre loi du Carmel, une autre règle, qui est la règle de clôture. Et donc, le mur ici présent représente cette clôture-là. Et la règle de la clôture dit que les religieuses qui vivent à l'intérieur ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, de construire des bâtiments ici aurait fait en sorte que peut-être eux les auraient vus, peut-être que eux les auraient, tu sais. Fait que je sais pas si c'est ça qui a empêché la ville de faire son truc, parce que ça plaisait à personne, ce projet-là. Tout le monde s'est un peu mis contre. Finalement, ils ont laissé tomber, puis ils en ont fait un genre d'air un peu protégé en ville, tu sais. C'est sûr qu'à travers tout ça, il y a souvent des gens qui essaient de peindre un portrait un peu bucolique du champ des possibles, mais ça n'a pas vraiment été le cas dans l'histoire. Je veux dire, en 1842, quand Pierre Beaubien a acheté les terrains ici, il y avait des terrains qui partaient de Rosemont jusqu'à Côte-des-Neiges. Ici, c'était basically des champs, de la végétation puis des carrières. Lui, il appelait ça la terre aux carrières. C'était des grosses carrières de pierre de calcaire grise qui servaient à faire des bâtiments dans la ville, des églises, des gros trucs, tous les gros bâtiments de pierre grise que vous voyez. Puis même les plus grosses de ces carrières-là, aujourd'hui, on peut encore les voir. C'est le parc Laurier, le parc Marquette, des trucs comme ça, tu sais. Et donc, quand les carrières ont arrêté d'être utilisées pour aller chercher de la pierre, l'eau en a fait des genres de piscines à ciel ouvert qui devenaient des genres de chilling spots pour les ados. À chaque été, dans les journaux, il y avait des morts, du monde qui se noyait dans les carrières. Tranquillement, pas vite, ils ont été comme remixés en dépotoirs à ciel ouvert. Fait que là, une par une, ces carrières-là se remplissaient. Et c'était l'enfer, ça puait, il y avait des animaux, de la charogne là-dedans. Et la goutte qui a un peu fait déborder le vase, c'était en 1904. Il y a un gars qui s'appelait Joseph Laporte, qui travaillait pour la compagnie de tramway à côté du métro Rosemont. Puis lui, en essayant d'aller à la job, il est tombé dans le dépotoir. Il y a un article de... Ah, attention! Il y a un article dans la presse à l'époque qui décrit ça comme un genre de
sable mouvant, moitié déchets, moitié matière en composition, où est-ce que tu n'es jamais vraiment sûr qu'est-ce qui est quoi. Puis apparemment, le gars, Joseph, il est tombé là-dedans. Il y a du monde qui ont essayé de le tirer, puis personne n'a été capable. Il a coulé, puis il est mort là, tu sais. Ensuite, ils ont essayé de fermer la carrière avec une clôture. C'est une clôture en bois. Puis le monde, ça n'a pas été long que les gens ils ont volé les morceaux de la clôture pour chauffer chez eux. Fait que 2 ans après, le CN qui venait de racheter ça, ils ont remblayé ça puis ils en ont fait un genre de parking pour les trains. Là. Jusqu'au jour où ils l'ont revendu à la ville. On arrive à la fin du trajet. Je te vois que tu tiens ton bras, man. La dernière fois, je l'ai arrêté là. Pac! Alright. Prendre une photo. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et donc, on parle de 10 525 pieds et 11 pouces. Mettons 10 526, OK? On va aller faire notre petit calcul. Moi aussi, là, je commence à... All right. 10 526 que j'ai dit? 10 526. Donc, 11 080 moins 10 5 26. Ouf, quand même, 554, c'est pas la bonne place, mais 554 pieds de moins, divisé par 11 080 fois 100. Bang! 5% flush, mon gars! 5% plus vite! C'est quand même significatif, je pense. Comme pas assez pour que je me tape tout le trouble de me rappeler du chemin puis de faire des zigzags sans arrêt, mais... Anyways, it is what it is, man. Ça valait la peine de, ça valait la peine de se donner le trouble. Et on a bossé ça one take, mon gars. Ouf! Combien de temps ça a pris, tu penses, genre, avec l'intro puis tout, comme 45 minutes, genre, 1 heure, ça savais pas? Je pense que j'ai tout gardé, man. Je pense que j'ai tout gardé. One take. En plan séquence comme à l'époque, man. Trop tard pour les haters. Je m'appelle William Fradette. Bienvenue à mon TED Talk.